Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Tome 2, chapitre 2, Pâte froide, cœur chaud. Ma journée a passablement mal commencé. Donc, j'espère que cet épisode ne sera pas trop désagréable pour vous. En tout cas, il va me permettre à moi de me changer un petit peu les idées parce que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il s'est passé à peu près 1 an et demi de ma vie en 2 semaines. Voilà. J'ai eu plein d'imprévus de santé qui se sont ajoutés et qui se sont accumulés en ce début d'année. Je ne vais pas trop en parler ici, j'en parle un tout petit peu sur Patreon et j'en parle aussi sur les réseaux, particulièrement en story où j'ai expliqué que j'allais me faire opérer demain. Nous sommes le 18 février 2025 au moment où j'enregistre cet épisode et je me fais opérer dans l'après-midi demain. Du coup, je suis un peu stressée. Et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le stress de l'opération, mais c'est surtout tout ce qui m'est arrivé à côté de ça. Je sais pas ce que s'est dit l'univers. Honnêtement, je lui mettrais bien de tarte parce que il m'en fait voir des vertes, des pas mûres et de toutes les couleurs. Là, j'en peux plus. Bref. On n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler de mes bouquins. Et je pense que ça va être un épisode peut-être un petit peu long. On va voir ce que ça donne au montage. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme je vous l'avais dit précédemment, du genre que j'ai choisi pour Pâte froide, cœur chaud et des personnages. Alors, j'ai introduit certains concepts, certaines idées dans l'épisode précédent, donc l'épisode 18, chapitre 1. Mais là, on va plutôt approfondir. Alors, comme la dernière fois, je n'ai pas spécifiquement préparé l'épisode, j'ai noté 2-3 idées comme ça. On va y aller en mode spontané. Voilà, c'est parti. Quand j'ai réfléchi à cette idée de chien de traîneau dans la montagne, je me suis dit que j'avais surtout envie de quelque chose qui soit léger. Pourquoi ? Parce que Corps de l'âme, pas de veine pour toi, est un roman du cœur, certes, qui vient du plus profond de mes entrailles, mais pour le coup, il est très intense. Il a été intense à écrire, il a été intense à porter aussi bien avant ça, toutes ces années, et il a été intense auprès de mes lectrices. J'ai eu des retours très passionnés, très intéressés, très investis. Et c'est absolument ce que je recherchais aussi en partageant cette histoire. Mais ça montre aussi que le livre est chargé de beaucoup de vécu, mais chargé aussi de beaucoup d'émotions partagées par énormément de gens. Mais c'est surtout des traumatismes en fait. Et autant j'étais heureuse de partager tout ça, autant je sais que beaucoup de gens se demandent comment va ma santé mentale. On pourra en parler dans d'autres épisodes. C'est vrai que mes 2 premiers romans abordent des thèmes très intenses, des thèmes vraiment très importants pour moi et des thèmes qui vont chercher beaucoup d'émotions. J'ai fait pleurer des gens. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'en suis désolée, c'était pas vraiment le but. Mais provoquer comme ça des émotions, ça montre que le livre est fort. Et comme j'en ai fait 2 de suite, dans une certaine réalité, et que là je voulais repartir dans des thématiques contemporaines, je me suis dit il faut alléger un peu la charge là. Je pense que le genre de la romance s'est imposé de suite. Attention, je ne dis pas que la romance est légère, mais je pense que c'était le genre idéal pour aborder les thématiques qui me sont propres, c'est-à-dire quand même des thématiques actuelles, avec des personnages abîmés, on va pas se le cacher, et en même temps aborder que le thème principal quand même du livre, c'est quand est-ce qu'ils vont finir ensemble, bon sang, voilà. J'avais envie d'amener cette dimension
aussi pour prendre un peu de distance avec les thèmes que j'aborde, de manière très sincère bien sûr, documentée aussi. Mais ouais, l'idée c'était quand même de garder ma plume, qui va quand même creuser dans les émotions, mais en même temps d'aller vers des thèmes du coup qui me parlent, et donc forcément qui parlent de santé mentale, de reconstruction, etc. Et à la fois de potentiellement toucher un autre public. Je prends l'exemple de Claire. Claire, si tu passes par là, coucou qui est une chroniqueuse littéraire sur Instagram et sur son blog, que vous pouvez aller trouver sur son pseudo Bibliothèque couleur pastel. Très joli pseudo au passage. Et qui passait en salon littéraire, voir les copains, tout ça. Elle avait déjà acquis plusieurs livres des membres du Gaëlig. Et à chaque fois, elle passait devant moi, puis à chaque fois, je lui disais de quoi parlaient mes 2 premiers romans. Et elle me disait, là, les thématiques, ça va pas le faire. C'est des thématiques trop fortes pour moi. Je sais que je vais un peu mal vivre la lecture. Et j'en ai plusieurs. Je prends l'exemple de Claire, mais j'en ai plusieurs qui m'ont dit ça. Et je le comprends parfaitement. Et même des très jeunes personnes sont venues, elles lisent de la romance et tout ça. Et je leur disais à chaque fois, attention quand même, c'est un peu costaud. Je préfère quelqu'un qui va attendre un petit peu d'être disposé à lire mon livre que quelqu'un qui va se lancer à corps perdu et puis garder une trace à jamais, une cicatrice dans son cœur. Donc je préviens toujours que les 2 premiers sont quand même assez particuliers, surtout corps de l'âme, puisqu'il va vraiment, comme le titre l'indique d'ailleurs, dans les profondeurs du corps, du ressenti au corps, du rapport au corps et de l'âme, donc tout ce qui est esprit, réflexion, santé mentale. Du coup, quand j'ai dit que j'allais sortir une romance toute douce, Claire est venue m'acheter directement mon livre. Elle s'est dit, enfin je vais pouvoir découvrir ta plume qui m'a l'air super à travers des thématiques un peu plus légères. Récemment, elle a publié une chronique sur son blog, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez aller découvrir à quel point elle a aimé mon roman, mais surtout à quel point ça lui a fait quand même traverser pas mal d'émotions. Du rire aux larmes, des larmes de rire, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les thèmes, de toute façon, sont toujours centrés sur ma santé mentale et la santé mentale des autres. C'est la raison pour laquelle j'ai renommé cette chaîne de podcast, la raison pour laquelle j'ai décidé cette année d'aborder ces sujets, parce que ça fait des années, voire toute ma vie, que je suis concernée par ces problématiques. Le genre de la romance est un petit peu paradoxal, et si vous me connaissez personnellement, vous savez que j'aime beaucoup les paradoxes. C'est un genre extrêmement lu, c'est un genre extrêmement vendu aujourd'hui, et pourtant, il est énormément critiqué. On a comme 2 camps. Le camp des lectrices excessives. Personnellement, je trouve que lire 200 romances par année, c'est énorme. Je ne sais pas comment après vous retenez les intrigues. Et il y a le camp adverse, on va dire, de la littérature élitiste. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Ces littéraires qui sont assis sur leur queue, hein, comme tout le monde, mais qui se croient sur un trône de littérature, je ne sais pas, qui disent la même chose de la littérature de l'imaginaire. Donc tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, en général pour eux, c'est de la merde, disons les choses clairement. Et alors, ces gens-là disent que la romance est de la basse littérature, que ce n'est pas qualitatif, que c'est de la littérature populaire, pas au sens positif du terme, mais au sens vraiment critique de la chose. Et en fait, en faisant ça, ils critiquent non seulement l'auteur, mais aussi les personnes qui aiment ces livres, en disant qu'ils sont bêtes, tout simplement. Avec d'ailleurs très très peu de raccourcis la plupart du temps. Il y a eu d'ailleurs tout un scandale avec Virginie Grimaldi, qui écrit de la romance, mais qui écrit aussi beaucoup de romans contemporains d'une manière générale. Il n'y a pas toujours des histoires d'amour dans ses livres. Et elle est extrêmement critiquée, en fait, alors que ses livres se vendent vraiment très très bien. Ça amène tout un débat, et honnêtement, pour avoir pris quelques années de recul sur la romance, moi je pense que j'ai commencé à lire avec ça,
avec des romans contemporains en tout cas, des ados qui avaient des histoires d'amour, etc. Et je pense aujourd'hui que l'un de mes livres préférés reste encore Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. Bon, Pierre Bottero, voilà, le succès n'est plus à prouver, mais Tourbé de mon amour, c'est le livre en fait qui m'a inspirée pour la plupart de mes histoires. C'est des adolescents bien sûr, donc aujourd'hui je suis bien adulte, j'insère des adultes dans mes histoires, mais ça part de là, de cette histoire d'amour avec deux personnes qui sont de milieux différents, avec la littérature au centre et beaucoup de problèmes sociétaux, santé mentale, etc. Donc voilà, la romance, avec mes années de recul, je me rends compte qu'il y a rarement que de la romance, parce que une histoire d'amour, voilà, ça peut se passer globalement toujours de la même manière. Déjà, il y a de la romance, il y a les sous-genres de la romance qui sont plus ou moins trash au niveau des rapports entre les gens, mais aussi au-delà de ça, souvent quand on regarde les romances, et pas seulement les romances à succès, mais les romances tout court, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans la littérature, il y a d'autres thématiques. Et la plupart du temps, les personnages sont quand même un peu amochés par la vie. Ils doivent se reconstruire et le choix qui est fait à ce moment-là, c'est de le faire par l'amour. Et honnêtement, du coup, avec toutes ces années de recul, je me dis aussi que l'amour peut prendre des formes différentes et je ne parle pas ici que de diversité. Je parle aussi de tout ce que l'amour amical, par exemple, l'amour familial, toutes sortes d'amour finalement, toutes les personnes qu'on peut rencontrer et qu'on peut aimer nous aident à nous reconstruire. Et ça, c'est une valeur que j'avais envie de mettre en avant dans tous mes livres et pas seulement dans Pas de froid de cœur chaud. Et là, le choix qui a été fait pour Pas de froid de cœur chaud, c'est d'utiliser l'amour de couple hétéro. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai eu des expériences que d'amour hétéro. Et donc, je ne me voyais pas, pour le moment, traiter de ça dans un contexte différent. Néanmoins, vous allez pouvoir trouver quelques surprises dans le livre avec des personnages secondaires et des formes d'amour très variées. Tout ça pour dire que j'ai choisi le genre de la romance pour essayer d'amener un petit peu de légèreté, d'aborder quand même des thèmes qui me touchent, desquels je vais parler juste après en parlant des personnages, tout en amenant cette dimension de, en fait, on s'en fiche un peu de ces thématiques, on va voir comment elles se reconstruisent bien sûr, mais quand est-ce qu'ils s'embrassent quoi ? Quand est-ce qu'ils vont finir ensemble ? Et apparemment, je me suis bien débrouillée en termes de slow burn, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment leur temps. Au niveau des personnages, je dois bien avouer que c'est le personnage de Marc qui est arrivé d'abord. Mais je vais vous parler de Chiara. Parce que Marc devait être le love interest, comme on dit dans le secteur de la romance. Donc, il me fallait aussi construire un personnage présent autour de lui. Et rapidement s'est posé la question, quel type de personnage original je vais pouvoir créer là autour. Et en fait, j'ai pas eu envie finalement d'aller dans beaucoup d'originalité parce que Chiara, c'est moi en beaucoup de fragments. Je vous ai déjà expliqué dans les épisodes précédents que la plupart du temps, pour construire un personnage, même si en fait c'est pas quelque chose de très conscient, ça vient relativement tout seul, ça me demande de combiner plusieurs éléments de ma personnalité, de mon vécu et de la personnalité et du vécu d'autres personnes. Il est très rare qu'un personnage soit 100% quelqu'un d'autre. Déjà parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Et ensuite parce que, je sais pas, je trouve plus intéressant aussi de construire un personnage avec plein de facettes différentes. Pas qu'une personne n'ait pas plusieurs facettes, mais bon, je pense que vous avez compris ma logique. Le souci avec Chiara, c'est que j'avais pas d'archétype dans la tête, j'avais pas quelqu'un que je visualisais spécifiquement, à part pour les cheveux. C'est marrant parce que c'est le deuxième personnage qui arrive dans ma tête avec des cheveux d'une autre personne. Vraiment, je la voyais telle que cette personne, je ne dirais pas qui c'est. Et c'est tout, en fait. Donc, petit à petit, en réfléchissant à comment elle pourrait
arriver dans ce chalet, pour la reconstruction, comment elle pourrait aborder sa reconstruction et comment elle pourrait aborder Marc, je me suis dit que ce qui serait assez chouette, ce serait de m'incarner un petit peu dans ce personnage et de montrer comment moi j'aurais réagi. Le problème qui s'est posé à la première version de Pas de froid de cœur chaud, c'est que Chiara avait mon propre humour, humour que j'ai décrit dans l'épisode précédent et qui est un peu particulier. Et le problème de l'ironie de ce deuxième degré constant, c'est que quand on est dans la tête d'un personnage, on peut penser que c'est lourd. C'est-à-dire qu'on passe 100% du temps avec cette personne. Et pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que je suis pas toujours facile à supporter. Hein. J'ai l'air douce et gentille comme ça, mais voilà. On m'a fait plusieurs fois la remarque, que ce soit en bêta lecture ou en travail éditorial, du coup, avec Sarah, que Chiara pouvait paraître méchante, pas du tout attachante, et surtout chiante à mourir, parce qu'elle arrête pas de se plaindre. Et c'était sarcasme sur sarcasme, qui en soit peut être un style et quelque chose d'intéressant, mais là, pour le coup, on est dans une romance, et il n'y avait pas du tout ce sentiment de douceur, de légèreté que je voulais apporter au récit. Donc j'ai dû énormément retravailler Chiara, son caractère, ses pensées, et montrer un côté fragile qui peut-être, inconsciemment, était dissimulé derrière cet humour tranchant. Chiara, je lui ai mis pas mal de mes traumatismes dans le corps, dans la tête, et j'ai voulu, ensuite, c'est venu un tout petit peu plus tard en cours d'écriture, lui ajouter, parce que je n'avais aucune idée de l'histoire qu'elle pouvait avoir, et ben j'ai voulu lui ajouter 2 pans de mon histoire, très présents, avec lesquels je n'ai pas forcément tissé des liens très forts plus tard dans l'âge adulte, mais pour lesquels mes souvenirs sont très forts, notamment la partie sur le Jura bernois. J'ai des moments familiaux vécus dans ma jeunesse très forts là-bas, en fait, mais c'est des endroits très précis et en étant petite, je ne me rappelle pas par exemple de comment est Tavannes aujourd'hui, ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Donc il y a forcément aussi des petits endroits où je mens au lectorat. Tavannes, c'est pas forcément hyper dans les montagnes. Voilà, je me suis fait plaisir sur 2-3 trucs et c'est pas forcément collé à la réalité, mais ça fait partie de l'écriture de fiction. Mais néanmoins, toute l'implication sentimentale, émotionnelle que j'ai avec le Jura bernois, c'est ancré dans ma chair, c'est ancré dans les générations qui me précèdent et desquelles j'avais envie de parler. J'ai mélangé aussi ma partie sicilienne, puisque mon père est sicilien. Ça, c'est une partie que j'ai très peu connue. Je suis retournée en Sicile en 2017, alors que je n'y étais pas allée depuis que j'étais bébé, donc autant dire que je n'avais aucun souvenir de là-bas. Et c'était une expérience, là encore, émotionnelle absolument énorme pour moi. Il y avait la barrière de la langue, puisque malheureusement, je ne parle pas italien. Je n'ai jamais voulu apprendre l'italien pour différentes raisons. J'ai voulu amener en fait énormément, certes, de légèreté, certes, de douceur, mais aussi énormément de tendresse pour ces 2 parties de moi, plus une 3e partie qui est le rapport au corps. Sans vous spoiler, on sait quand même dès le début que Chiara a un certain embonpoint. Ça ne va pas être le thème principal du livre, donc il n'y a pas de... moins ce rapport à la grossophobie qu'on peut trouver par exemple dans Corps de l'âme avec Angelica, je vous en parlerai plus tard. Mais quand même, ce rapport au corps, le fait de se voir d'une façon, après évidemment, il y a des petits éléments de mon enfance que j'ai partagé, un lien notamment avec Noirousse, le chat de Chiara, qui en fait est vrai, enfin il a existé, ce Noirousse, et la voisine à laquelle il appartenait, a existé aussi. Donc ça, c'est véritable, c'est vrai, c'est 100% vrai. Il y a juste la cohérence dans le temps qui ne joue pas. Mais Noirousse a existé et ma chère Tata Lulu aussi. Vous découvrirez qui c'est en lisant le livre. Donc oui, j'ai mis énormément de choses vraies. J'ai mis énormément de choses fausses aussi. Par exemple, la meilleure amie de Chiara, Evelyne, qui l'envoie dans ce chalet dans la montagne,
n'existe pas. Là aussi, on part des cheveux d'une amie à moi, que je remercie d'ailleurs dans les remerciements. Mais cette amie n'a pas du tout les traits de caractère forcément d'Evelyne et vice-versa. Donc voilà, là aussi on fait des mélanges. C'est ça l'avantage de la fiction. Mais c'est vrai que je crois qu'en voulant créer un personnage original, en fait finalement, j'ai plus cherché cette originalité et j'ai essayé de me rapprocher de moi, tout simplement. J'avais envie de me sentir dans la peau de Chiara. J'avais envie et besoin aussi, après 2 ans de parcours éditorial un petit peu compliqué avec Les Inséparables, de me faire du bien, en fait, tout simplement. Donc je crois que moi-même, j'avais envie de vivre cette histoire d'amour, même si j'ai un chéri et que tout va bien. Donc, Chiara m'a permis ça. Et du coup, je la remercie aussi pour ça. Et je remercie aussi les personnes qui commencent à me faire des retours sur Pas de froid de cœur chaud, qui le chroniquent et qui apprécient Chiara parce que c'était pas gagné. J'ai beaucoup travaillé pour qu'elle puisse être attachante. Donc je suis ravie quand je vois que finalement les personnes s'attachent plus à Chiara qu'à Marc. Même si Marc... Marc, voilà, physiquement, c'est mon idéal masculin. Après, en termes de caractère, je l'ai dit dans l'épisode précédent, au début, j'étais partie vraiment sur l'enflure de première, et puis j'ai passé en revue un peu mes années de sensibilisation autour de la thématique de l'amour toxique et du fameux mec qui t'envoie chier comme si tu n'étais personne, et puis bizarrement après il s'intéresse à toi et tombe amoureux, et en fait on oublie toutes les maltraitances qui ont été faites, etc. Chiara ayant un parcours, pour le coup, qui est très différent du mien, en tombant sur des hommes hyper toxiques, elle avait besoin aussi de tomber sur un homme qui va bien en termes de comportement, on s'entend, parce que Marc a lui aussi ses choses à travailler et ses choses à traverser. Mais du coup, il fallait qu'il soit un peu bourru, mais pas dans le sens toxique du terme. Il peut être un peu chiant, parce qu'on l'est tous un petit peu. Mais je voulais pas qu'il rentre trop dans quelque chose de très blessant qui ensuite serait balayé d'un coup de langue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai vraiment aussi beaucoup travaillé sa personnalité, mais aussi dans l'autre sens, parce qu'en fait, en voulant le rendre plus sympathique, finalement, et plus attachant et plus humain, j'ai malheureusement basculé du côté clair de la force, en tombant dans le mec parfait, quoi. Donc c'est pendant le travail éditorial, Sarah m'a aiguillée aussi sur le fait qu'il fallait pas non plus qu'il soit absolument irréprochable, ni en termes de caractère, ni en termes physiques, parce que sinon, il allait pas sembler réaliste, en fait, tout simplement. Et dans le cadre de la romance, même si on peut imaginer plein de choses parfaites arriver, plein de choses idéales se passer, j'avais pas envie de ça, déjà parce que c'est pas ma plume, c'est pas mon envie. Moi, j'ai pas envie de transmettre des gens parfaits au public, j'ai envie de transmettre des gens vrais. Marc avait une personnalité quand même assez vraie, assez sincère, assez directe. Mais c'est vrai qu'après, physiquement, j'ai été tentée de le décrire comme quelqu'un d'absolument magnifique, puisque c'est aussi comme ça que je le vois, que je le ressens. Mais bon. Donc j'ai nuancé un peu l'histoire. Donc Marc, après, c'est vrai que à la base, j'avais pas non plus énormément d'histoires de son côté. J'avais quelques bribes, et puis la majorité des choses sont venues en cours d'écriture. Je voulais qu'il soit papa célibataire, parce que c'est quelque chose qu'on voit bien sûr en romance, mais je voulais amener des thèmes forts à nouveau. Mais au-delà de ça, je savais pas grand-chose quand je me suis lancée sur son rapport à ses parents, sur... voilà. Et je crois que j'ai réussi quand même à en faire un personnage que j'aime vraiment, profondément. Et j'espère qu'il vous plaira aussi, malgré son petit côté bourru du début surtout. Et puis, malgré ses différents problèmes personnels, parce qu'il est un peu gratiné quand même, mon petit Marc. Voilà. Sur sa fille, ce qu'on peut dire au niveau de Zoé. Alors Zoé, déjà, elle porte le prénom, quand je dis que j'ai mis beaucoup de moi, elle porte le prénom de ma nièce, ma première nièce, donc la fille de mon grand demi-frère.
Ouais, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais je peux pas tout vous dire ici. Et il y a des petits clins d'œil, une petite expression que j'ai reprise aussi de quand elle était petite, puisque les 2 premières années de sa vie, elle a grandi ici à Genève. Et moi, je l'ai vue grandir toute petite qu'elle était. Et cette petite expression, vous la retrouvez dans le livre et elle se répète. Donc vous devinerez ce que j'ai pu échanger avec elle. Aujourd'hui, ma nièce, elle a 20 ans. Voilà, ça fait très bizarre. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu d'elle dans le livre, même si Zoé du livre est brune, puisqu'elle a pris les cheveux de Marc. Et ma nièce est blonde comme sa maman. Du côté Evelyne, on la voit très peu au début, on sait que c'est elle qui a envoyé Chiara dans ce chalet. J'avais envie d'une amie bienveillante, mais en même temps très humaine. J'avais pas envie de l'amie parfaite, j'avais pas envie de l'amie non plus rigolote. J'avais un petit peu exploré cet aspect avec Abigail dans Les Inséparables. Une fille un peu faux-folle qui court partout, qui est marrante, qu'on a envie de voir en soirée, etc. J'avais pas envie de ça pour Evelyne. J'avais envie de quelqu'un de très posé, qui complète bien l'anxiété en fait permanente de Chiara et qui en même temps va dans son sens et en même temps ne valide pas absolument tous ses choix et sans en même temps la brutaliser. Donc c'était un personnage que j'ai voulu équilibrer au milieu de tout ça, comme un socle en fait vers lequel Chiara pouvait revenir, mais en même temps un socle dans lequel Chiara pouvait mettre des coups de pied, parce que c'est aussi comme ça parfois l'amitié, on se dit les choses et on se déteste parmi quand on se fait des crasses, voilà. Janaïna, j'aimerais vous en parler beaucoup, parce qu'elle est centrale, elle est là en fait d'ailleurs, Chiara rencontre Janaïna avant Marc. Mais je ne peux pas vous en dire trop parce qu'elle est très liée à Marc et j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il y a une grosse révélation et heureusement, vous êtes plusieurs à ne pas du tout avoir vu ça venir. Donc je suis très contente de vous avoir dupé. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais pour Janaïna, j'avais quand même envie d'un personnage solaire. C'était vraiment le mot. Plus que pour Evelyne d'ailleurs, j'avais envie d'amener beaucoup de soleil dans ce personnage. Et pas seulement parce qu'elle est brésilienne, mais parce que tout simplement il fallait du soleil dans ce chalet. Il fallait de la chaleur, il fallait de la douceur, il fallait de l'accueil bienveillant pour Chiara et un support inébranlable pour Marc. Et en même temps, un personnage qui a aussi ses fragilités, qui veut tout faire pour tout arranger, mais qui n'est pas dans cette recherche de la perfection absolue, juste dans une envie que tout marche et que tout le monde soit heureux, en fait. Et puis, dans Pas de froid de cœur chaud, il y a les animaux qui ont leur importance. Donc, je vous ai déjà parlé de Noirousse, un joli petit chat noir, très mignon, qui me ramène à mon passé et à sa douceur. J'ai beaucoup aimé ce petit chat. Il faisait partie de la vie de cette Tata Lulu. J'avais envie de lui rendre hommage là parce que c'était chou. Et j'ai eu plein d'idées d'un coup, d'aventures qui pourraient arriver à ce pauvre chat qui n'a rien demandé à bouger dans son chalet là, alors qu'il serait bien resté dans l'appart à Genève. Il y aura plusieurs petites déconvenues avec ce chat. Je vous laisserai découvrir. Ensuite, il y a Bosco. Bosco, c'est le nom que j'aimerais donner à mon chien si j'en ai un et que c'est un mâle. Voilà, c'est un nom, je sais pas pourquoi, qui m'est resté depuis mon enfance. J'ai dû l'entendre une fois et puis, je sais pas, j'ai tilté, j'ai bloqué sur ce nom. Et c'est un berger blanc suisse. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est ma race préférée de tous les temps. Si un jour j'ai un chien, à moi, j'adorerais avoir un berger blanc suisse. Voilà, peut-être parce qu'il ressemble à des loups, sûrement. Plus que les huskies, je trouve. Bosco, j'avais vraiment envie que ce soit le doudou de Marc, mais sans le côté trop attaché, parce que Marc est quand même quelqu'un qui cache un petit peu ses sentiments, au départ en tout cas. Il fallait que ce soit la boule de réconfort de Marc, et à la fois un support du quotidien, en fait, quelqu'un, j'allais dire, mais un élément vraiment immanquable de sa vie, et vraiment le côté très, très indispensable en fait à l'auberge.
Et puis il y a les huskies bien sûr qui composent la meute de Marc. Je lui ai donné une assez grande meute, mais pas aussi grande que dans Jura Escapade, qui est l'endroit où moi-même j'ai fait du chien de traîneau et que je vous recommande chaudement. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode, parce que Anouk est vraiment quelqu'un de passionné, de passionnant. Elle m'entraîne à chaque fois, quoi. Donc je me suis inspirée de cette meute, je me suis inspirée aussi énormément des conseils, des explications qu'elle nous a données quand on est allé faire cette expérience avec mon chéri, la première fois à la montagne. Et j'ai agrémenté en fait le texte avec tous ces aspects techniques expérimentés sur le moment pour pouvoir en faire quelque chose de réaliste, même si peut-être qu'il n'y a pas de meute de ski dans le Jura bernois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'avais envie de les amener là-bas. Je ne leur ai pas donné de nom à chacun, parce qu'il y a quand même 20 chiens. J'ai essayé de redonner un petit nom que j'avais découvert là justement chez Jura Escapade, mais j'avais pas envie non plus de commencer à définir toute leur personnalité, parce qu'en réalité, la meute, ça reste la meute a sa propre personnalité. J'avais envie que ça fasse un bloc, et en même temps qu'on comprenne que chaque chien a son rôle, etc. Mais j'avais aussi envie de montrer tous les aspects que moi-même j'ai découverts là-bas, à Jura Escapade, dans les Franches Montagnes. Que ce soit le côté excité et excitant de faire du chien de traîneau et de voir ces chiens, kiffer à mort, quoi, de courir, de faire tout ça, de se dépenser. Et puis à la fois le côté boule d'amour vraiment de ces chiens qu'on va câliner après la course et desquels on ressent la chaleur, l'envie, le partage, enfin. Voilà, toute la tendresse, tout l'amour vient aussi de ces animaux qui sont pour moi complètement indissociables de ce roman, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur la couverture, le husky prend énormément de place, et derrière la couverture, si vous avez le livre ou si vous pensez l'acheter, vous trouverez Bosco en train de jouer avec Zoé, voilà, dans la neige. Donc voilà, je crois que j'ai passé en revue un petit peu tous les personnages. Alors je vais pas parler bien sûr des personnages secondaires qui sont tout aussi importants quand même, qui nourrissent, je crois en tout cas avoir réussi à faire ça, qui nourrissent les personnages principaux avec énormément d'humanité aussi, que ce soit des personnages qui font partie de leur histoire, donc qui les ont, entre guillemets, traumatisés et qui ensuite leur permet d'avancer, ou que ce soit des personnages maltraitants qui va finalement leur faire un électrochoc et les faire sortir de leur zone de confort pour ensuite aller vers le mieux. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le genre que j'ai choisi d'aborder dans Pas de frais de cœur chaud et sur les personnages et la façon dont je les ai construits, d'où ça vient, d'où viennent les idées. Peut-être que par la suite, quand je parlerai de Corps de l'âme, il y aura une comparaison plus précise avec certains personnages. Alors, je vous souhaite du coup une bonne lecture. Sachez qu'au moment où paraît cet épisode, il reste encore normalement 2 semaines de promo sur le e-book de Pas de froid de cœur chaud à l'occasion de sa sortie. Donc, pensez à regarder la date. Allez voir sur Books on Demand pour choper votre exemplaire à prix réduit et ou sur vos plateformes préférées. Mais sur Books on Demand, je touche un petit peu plus de droits d'auteur. Donc n'hésitez pas, même si vous avez une Kindle, à aller vous procurer le e-book qui est à la glisser sur votre tablette pour que vous puissiez ensuite découvrir cette histoire. Et puis, si vous avez envie d'avoir un exemplaire papier, je devrais normalement ces prochaines semaines ouvrir ma boutique. Donc, il y a une possibilité aussi que vous puissiez vous procurer directement un exemplaire dédicacé. Mais il reste aussi la Fnac, Cultura, toutes vos librairies préférées qui peuvent commander mon livre sur Books on Demand. Ou sinon, voilà, si vous ne voulez pas spécialement une dédicace, vous pouvez le prendre sur Books on Demand directement. Et je vous mettrai là encore le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez directement cliquer dessus. Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes lectures, et puis, je vous dis un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes.